je vais l'inviter, Alan Kinich et Anthony Da Costa. Sur votre applaudissement. Bonjour. Bonjour. Prenez en chaise. Canapé. Bienvenue. Oui, les branchés. Merci d'être venu aujourd'hui. C'est un grand plaisir de cet événement, de cette première journée de Startup Line à Clermont-Ferrand. Donc, on va pas commencer de parler sur votre entreprise déjà, mais on va commencer à parler de vous déjà, de s'en mieux de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez fait avant, votre famille, votre étude, tout ça. Donc, comme ça, on peut savoir d'où vient le succès, comment il vient et comment on peut la gérer en fait. Donc, c'est qui veut? Allez. Donc bonjour à tous, moi j'ai commencé à partir du début, donc moi je viens d'un bac L, à l'origine et même toujours j'ai été passionné par le cinéma, donc j'ai fait un bac littéraire avec option cinéma audiovisuel. Ensuite mon souhait était vraiment de partir dans une école de cinéma, sauf que il y avait des écoles à Lyon qui étaient vraiment très très chères, et donc je m'étais renseigné un peu, et donc l'idéal était vraiment de faire quelques années en fac sur Clermont et après partir à Lyon pour vraiment une école. Donc je me suis dit, après je pouvais très bien tenir encore quelques années sur les bancs d'école. Donc du coup j'ai été en fac, j'étais en histoire de l'art avec option cinéma plus musicologie, parce que j'étais passionné de musique. Et il s'est avéré que j'ai tenu 3 mois. Donc entre temps je faisais du graphisme, des choses comme ça dans mon coin. Et après, j'ai été repéré par une agence de communication et j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis après, j'en dirai plus après. Alors bonjour Ania, bonjour à vous. Bonjour. Donc moi c'est Anthony. Donc moi aussi j'ai fait un bac littéraire. Quand j'étais plus jeune, j'avais des grands projets. Je voulais être journaliste sportif ou avocat. Enfin bref. Malheureusement, c'est pas exactement passé comme je l'aurais voulu. Par la suite, du coup, j'ai enchaîné avec mon bac littéraire par un BTS. Management, après avoir connu quelques échecs, notamment en fac de droit. Et donc du coup, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Je voulais intégrer une école de commerce après mon BTS. Entre-temps, j'étais parti à l'étranger pour peaufiner mon niveau d'anglais. J'étais parti avec 2 amis à moi à Londres pendant 3 mois. On est parti un peu à l'abordage, pour essayer de voir ce qui pourrait en découdre. Au final, je me suis... J'ai essuyé pas mal d'échecs, j'ai travaillé dans un restaurant où je n'avais pas été payé, bref, ça m'a appris un petit peu la vie. Je suis revenu le couteau entre les dents sur Clermont-Ferrand en me disant je vais essayer d'intégrer une grande école pour espérer plus tard bien gagner ma vie. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai postulé parce qu'il me fallait un petit boulot dans une entreprise qui venait juste de se monter dans la restauration, c'est l'entreprise Guy & Son à Clermont-Ferrand. Et au final ça s'est plutôt bien passé puisque j'ai travaillé là-bas en tant que manager et puis très rapidement en tant que gérant associé. Et maintenant, je suis toujours dans la restauration pour mon projet à moi qui vient juste de se monter sur Clermont-Ferrand. Merci. C'est pour vous, Alan. Comment votre entreprise est née? Comment avez-vous compris ce que le marché voulait à ce temps-là? Donc justement, comme je le disais tout à l'heure, j'ai travaillé dans une agence de communication à l'époque. Et j'ai travaillé 1 an, j'ai un peu découvert le milieu de la communication. Et puis tout de suite, je me suis dit qu'il y avait des choses à faire. À l'époque, on était, je crois qu'en 2008, ne serait-ce les réseaux sociaux, ne serait-ce Facebook et tout, commençaient à se faire connaître en France. Et tout de suite, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire, ne serait-ce en termes de site internet, de référencement, être présent sur les réseaux sociaux. La personne avec qui je travaillais y croyait pas trop, donc du coup on s'est un peu quitté, et donc je me suis dit je vais me lancer tout seul. On était en 2009, il y avait le statut de auto-entrepreneur qui venait tout juste de se lancer. Je me suis dit pourquoi pas, je me suis un peu renseigné, j'ai été dans différentes formations et tout, et je me suis lancé en tant qu'auto-entrepreneur en 2009, justement dans la communication. Anthony, dites-nous comment vous êtes arrivé à choisir ce nom Hologram et pourquoi vous pensez que le nom c'est important dans l'entreprise et pourquoi un nom anglophone en fait? D'accord.
Alors du coup, après 3 ans et demi d'expérience en tant que gérant associé de restaurant, donc à Lyon pour l'entreprise justement Guy Hanson, donc c'était le développement de la petite PME, donc c'était le 2e restaurant, une ouverture qui s'est très bien passée, j'ai décidé de vendre mes parts, donc j'avais pour projet à ce moment-là de monter mon entreprise à moi, et pendant 1 an et demi en fait j'ai mûri le projet qui vient de se monter, donc c'était un projet sur le hot dog, donc c'est ce que je vends. Le restaurant s'appelle Old Grump, effectivement, il est situé rue Blatin. Et le but, en fait, c'est de réconcilier les gens avec le hot dog. Je me suis rendu compte que c'est un produit qui est simple, mais qui cartonne à l'étranger, notamment aux États-Unis, dans les pays européens, les pays nordiques notamment, et en Allemagne. Et je me suis dit qu'il pourrait être intéressant de proposer en fait quelque chose de similaire à Guy Hanson, c'est-à-dire proposer un produit travaillé uniquement avec des produits frais, ce qui correspond à la tendance actuelle du marché, sur un produit simple qui est le hot dog. Old Grump, du coup, c'est le nom qui m'est venu en tête avant même de penser au business plan. Pourquoi? Parce que du coup, c'est une entreprise familiale, j'ai monté ça avec mon petit frère. Le vieux grincheux, c'est mon père dans l'histoire, donc c'était le petit clin d'œil. Et ça correspond aussi au cliché parfois qu'ont les étrangers, à tort ou à raison, sur les Français, qu'on est éternellement des vieux râleurs, nous Français, etc. Donc je trouvais le clin d'œil assez marrant, surtout pour un anglophone qui viendrait sur Clermont-Ferrand pour essayer de trouver un petit hot dog. Voilà, Old Grump, vieux grincheux, c'est nous les Français effectivement, et on essaie de proposer nous aussi de hot dog, mais à la française. D'accord. Et Alain, dites-nous, quels ont été votre grand défi au début de votre entreprise? Le plus grand défi au début, quand je me suis lancé, c'était vraiment, on va dire, de vivre, d'essayer de tirer un salaire, donc de trouver des clients, de se faire connaître. Parce que voilà, même si j'avais bossé dans une agence de communication, j'avais pas envie non plus d'aller piquer les clients à l'agence en question. Donc le plus grand défi, ça serait ça, vraiment trouver un salaire et essayer de vivre et trouver des clients. D'accord. C'est pour Anthony. Donc on sait déjà que votre entreprise s'est venue il y a quelques mois. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez fait avant. Est-ce que vous avez fait partie de votre entreprise et comment votre entreprise est devenue matérialisée et solide aujourd'hui? Alors du coup oui, comme je vous l'ai dit Anya, donc je travaillais auparavant effectivement dans le même secteur, la restauration rapide pour Guy Hanson. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai participé au développement de cette PME qui maintenant est devenue un réseau assez solide de 6 restaurants en France. Et donc du coup, moi sans prétention, j'ai monté un tout petit corner sur Clermont-Ferrand. Et pendant 1 an et demi, du coup, l'essentiel c'était d'essayer de matérialiser ça par un petit corner, un bon emplacement, un emplacement numéro 1, puisque effectivement c'est un produit qui est soit méconnu, soit mal aimé par les consommateurs en France. Donc l'idée c'était d'avoir un emplacement numéro 1. Donc ça a pris du temps. Et pour moi, l'objectif numéro 1, c'était vraiment de trouver un emplacement prioritaire. Et donc pour cela, la rue Blatin, lorsque au bout d'1 an et demi de recherche, j'ai pu trouver un local, ça m'est paru comme une évidence et je me suis dit ok, c'est là qu'il faut lancer l'activité. Et donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Ça va. C'est une question pour les deux en fait. Donc that's what. Quelle était votre première étape qui vous a poussé d'être en entrepreneur? En fait, j'ai toujours voulu créer, faire des choses, ne serait-ce quand j'avais à peine déjà 16 ans. Je m'amusais entre guillemets à faire des sites internet. J'avais créé c'est un grand mot. J'ai fait un petit site internet vraiment sur tout ce qui était l'actualité sur Clermont-Ferrand, avec les moyens du bord. Donc voilà, c'était vraiment une envie de créer qui existe depuis tout le temps. Et donc voilà, justement comme je l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai vu qu'il y avait un statut qui était vraiment, on va dire, adapté pour les créateurs sans prendre trop de risques au final, je me suis dit pourquoi pas. Donc j'étais motivé, je me suis lancé. Alors du coup, moi, c'était plus une histoire de tempérament, effectivement. Alors peu importe le secteur, c'est vrai qu'ici, effectivement, aujourd'hui, on est réunis pour la Google Startup Grind, donc il y a pas mal de personnes qui pourraient être intéressées par les nouvelles technologies, le multimédia, etc. Et ce que je comprends 10 fois, et moi, c'est effectivement que de la restauration. Mais après, c'est une histoire de tempérament, c'est-à-dire que peu importe le secteur, ce qui était sûr, c'est que moi, j'avais pour projet de faire quelque chose qui me plaît, déjà, premièrement, et dans un projet dans lequel je pourrais surtout apporter mes idées, faire ce que je veux au quotidien, essayer d'apporter les directives qui pour moi semblent le plus cohérentes possible, et travailler sur ça au quotidien. Et pour moi c'était comme une évidence,
Et depuis que j'étais petit, peu importe le secteur dans lequel je me serais retrouvé, ce qui était sûr, c'est que pour moi, l'objectif, c'était déjà, une fois que j'aurais réuni le maximum de compétences possibles, pouvoir créer mon truc à moi. Ça c'est pour vous, Hélène. L'une des concepts clés de notre événement, c'est le networking, comme on a déjà essayé de la faire. Startup Brain est une activité qui réunit des gens, donc c'est ça le but. Comment vos contacts personnels ont vous aidé dans la création de votre entreprise et comment avez-vous réussi à le mettre en fonction à ce jour-là? À la base, j'avais pas trop de contacts justement personnels qui m'ont aidé, mais justement voilà, le fait de participer à ne serait-ce des réseaux de networking, comme tu l'as dit, ça permet justement d'échanger des cartes de visite, de rencontrer des gens. Après voilà, j'ai la chance aussi de travailler dans la communication sportive. Donc voilà, avec le sport, c'est vraiment vecteur, ça permet de rencontrer beaucoup de gens. Donc les contacts se font vraiment au fur et à mesure. C'est vraiment comme ça que j'ai réussi depuis le début, quoi, à faire des contacts. D'accord. Anthony, avant d'ouvrir Allgramp, avez-vous demandé quelqu'un comment trouver le client ou comment gérer votre entreprise? Est-ce qu'avez-vous eu une mentor? Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous avez demandé quelqu'un comment trouver des clients? Comment vous avez fait par rapport à ça en fait? Du coup, moi, l'idée, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, c'était l'origine de mon projet, la problématique numéro 1, et d'ailleurs c'est celle qui existe toujours, c'est de se dire comment essayer de réconcilier les gens avec ce produit, qui est un produit simple, mais voilà, comment faire en sorte que les Français, que déjà les Clermontois pour commencer, viennent chez moi. Donc comme je vous l'ai dit, il fallait trouver l'emplacement numéro 1. Et la deuxième chose que j'essaie de mettre en place depuis quelques semaines, depuis l'ouverture, c'est d'essayer de rendre le produit cool. Il y a aussi le fait de le rendre attractif, donc déjà c'est essayer de le faire avec des produits frais, apporter des beaux visuels, donc pour cela on a travaillé avec des beaux supports. J'ai fait venir des photographes professionnels qui sont venus et qui ont pris les beaux visuels. Ensuite on a eu des articles sur la presse locale, donc notamment La Montagne. On a eu France Bleu Auvergne qui est venu et qui diffusait en podcast une petite émission, une petite chronique sympa qui parlait de nous. Et pour le rendre cool, du coup, ce que j'essaye de faire aussi, c'est qu'on a lancé des jeux concours. Voilà, Vieux Grincheux, c'est mon entreprise, et du coup on propose aux gens, aux clients, lorsqu'ils viennent prendre des hot dogs chez nous, de se prendre en photo, en selfie avec une grumpy face, en fait, et avec nos hot dogs. Et les photos les plus originales, les plus cool, verront leur auteur se récompenser du coup par une formule offerte pour elles et un grincheux ou une grincheuse de leur choix. Et après, donc là c'est le premier mois, l'idée c'est qu'on mette ensuite les photos de ces grincheux-là justement sur un pan de mur du resto, pour montrer que le restaurant est dynamique, il est vivant, que ce n'est pas une franchise puisque voilà, comme je vous l'ai dit, on essaie de travailler de manière artisanale et surtout dans un concept où l'équipe est familiale. Donc on essaie de dynamiser tout ça pour attirer le plus possible en tout cas les consommateurs. Et après bien sûr il y a aussi un petit peu de communication, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et un petit budget com qui a été alloué pour le Zap City Guide qui vient de se lancer cette année, c'est la 2e édition. Qui répertorie en fait dans une petite bible entre guillemets tous les endroits un petit peu cool où sortir, boire un verre, se cultiver. Voilà. Super. Cette question pour Alan. Pour faire un bon service, vous devrez avoir une équipe qui fait la différence. Ça, c'est la clé. Comment avez-vous choisi le bon team pour votre entreprise? Quelles sont les qualités que vous cherchez dans une équipe et comment assurez-vous d'avoir fait le bon choix? Une question plus large. Après, je pense pas qu'il y ait de bons ou mauvais choix, de bonnes ou mauvaises personnes. Après, voilà, l'équipe que j'essaye de former et que je forme petit à petit, c'est vraiment des personnes qui sont passionnées comme moi, qui ont vraiment la même motivation, qui ont les mêmes envies et aussi voilà, qui ont envie de participer à l'évolution de l'entreprise. Une question plus large. Donc c'est une réponse plus large, donc des qualités spécifiques. En qualité Des qualités spécifiques. La motivation, la détermination. C'est ça. D'accord. Anthony, qu'est-ce que pensez-vous pour le développement de la marché local? Avez-vous fait des études avant d'ouvrir votre entreprise? Et que pense la concurrence pour vous?
Alors, au niveau des études, comme je vous l'ai dit, j'ai qu'un niveau Bac+2. Donc après, l'étude de marché que j'ai effectuée, effectivement, elle a quand même été assez approfondie. Je me suis renseigné sur la concurrence et je me suis rendu compte surtout que la tendance du marché pouvait être porteuse pour moi. Pourquoi? Parce que on a eu l'explosion du marché du burger gourmet sur la restauration rapide. On a des grandes chaînes qui sont montées, notamment Big Fernand, sur le plan local, justement Guy Hanson, dans lequel j'ai travaillé. Bref, à partir de 2011 jusqu'à maintenant, on voit pousser des restaurants à burger dans tous les sens. Il y a eu une explosion sur ce secteur-là. Il y a eu pas mal de personnes qui ont essayé, effectivement, je ne suis pas le premier, j'invente rien, qui ont essayé de proposer du hot dog de la même façon. Sur Paris, notamment, il y avait des grandes chaînes, Léonis Deli, etc. Même Big Fernand, qui avait créé à l'origine Little Fernand. C'était un petit restaurant qui proposait la même chose, mais sauf que c'était des hot dogs. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Donc je me suis demandé pourquoi. Et là, en fait, on sent que justement, cette tendance du burger gourmet s'essouffle. On a eu effectivement les tacos. Et donc je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas le moment pour moi, peut-être, de faire quelque chose avec les hot dogs? Et je me suis rendu compte, effectivement, en me renseignant, que sur Paris, au Portugal, à Lisbonne, par exemple, on avait 2-3 concepts qui étaient en train de se monter, qui marchaient bien, déjà, puisque les concepts étaient en train de se développer, et que sur le plan financier, la rentabilité semblait être bonne, voire exceptionnelle. Et donc je me suis dit, ok, bon ben, tous les signaux en tout cas que je peux avoir, puisqu'il y a quand même très peu d'acteurs sur le marché, semblent positifs, c'est peut-être le moment de y aller. Et après maintenant, effectivement, il y a toujours l'inconnu, puisqu'on est peut-être au début de quelque chose, peut-être pas, et à ce moment-là, dans 3 mois, vous me retrouverez à Pôle emploi, mais c'est peut-être le début de quelque chose, et à ce moment-là, autant foncer et y aller. Merci. Voilà. Alan, les entreprises innovatives éduquent les clients de manière constante. Mais là, nous tournons toujours dans l'expression de Steve Jobs qui dit toujours que les clients ne savent pas ce qu'ils veulent en fait. Êtes-vous à votre entreprise quelqu'un qui éduque le client ou leur fait confiance en fait? Est-ce que vous proposez des choix ou Oui, on est plus sur la proposition de choix par rapport au client. On va pas trop pouvoir lui faire confiance. En gros, on se dit voilà, si la personne vient nous voir, c'est vraiment qu'elle cherche du conseil, qu'elle cherche vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui va pouvoir le conseiller sur tel ou tel projet. Donc oui, donc nous on met vraiment en place déjà un système de relationnel entre nous et le client, histoire de vraiment apprendre qui est vraiment la personne derrière le projet, que ce soit une petite entreprise, un artisan ou autre. Et après voilà, on travaille avec lui, on va vraiment l'accompagner sur plus ou moins long terme en fonction du projet. Mais voilà, même si la personne par exemple nous demande juste de créer un site internet, on va quand même l'accompagner sur le long terme. On va quand même surveiller peut-être 6, 9, 10 mois après, voir s'il n'y a pas des petits bugs et tout. Et justement voilà, si on repère quelque chose qui ne va pas, on lui envoie un mail, on l'appelle, on lui dit voilà, on vient de repérer telle ou telle chose à changer sur votre site. Voilà, on vient de le faire. On entretient vraiment du relationnel avec les clients. Et du coup, voilà, ça, à mon avis, ça permet vraiment de créer un sentiment de confiance. Et après, les clients, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils nous confient vraiment toutes les tâches, quoi. Anthony, un des plus grands problèmes qu'une start-up fait face, c'est de trouver du moyen de financer pour se lancer dans le marché. Quand pensez-vous qu'un start-up devrait marcher et devrait demander l'aide et qui peut lui adresser pour l'aide? Comment avez-vous fait dans votre entreprise pour l'aval du moyen financier? Alors ça a été assez compliqué. Voilà, parce qu'on demande effectivement un prêt, déjà c'est toujours compliqué. Et là en plus, malgré le fait qu'il y avait un apport personnel de la part de moi-même et de mon petit frère, mais le problème c'est que sur le secteur de la restauration, surtout restauration rapide sur Clermont-Ferrand, vous savez peut-être aussi bien que moi, c'est assez compliqué, on a des kebabs, bref. Les banques ne prêtent plus, déjà. Donc du coup, il a fallu essayer de trouver des parrains. Donc du coup, je me suis approché des différents organismes qui existaient, notamment la RDTA. J'ai rencontré Monsieur Talami et du coup, je suis allé au culot, j'ai présenté mon projet. Mon projet a été retenu parmi les meilleurs projets. Donc du coup, j'ai pu avoir des subventions, déjà. Et à force de retenter encore ma chance, j'ai essuyé pas mal de refus. Et puis au final, je me suis dit, comment faire? Et donc j'ai même approché, parce que du coup j'ai quand même essuyé beaucoup de refus, j'ai été jusqu'à approcher un courtier.
Et le courtier, du coup, m'a dit, bon, bah, allez, on y va. Et puis j'ai réussi, ça m'a coûté cher, mais j'ai réussi à trouver un financement. Mais du coup, voilà, j'ai aussi approché tous les acteurs locaux qui pourraient éventuellement me donner des subventions. Et j'ai eu un petit peu de chance, j'y suis allé au culot, comme je vous le dis, et ça a marché. Et ça a marché. Voilà. Et tu donnes quoi comme conseil pour les autres? Bah, du coup, moi, justement, ce que je pourrais, à partir de mon expérience, ce que je pourrais conseiller, c'est justement de vraiment pas abandonner. Ça a l'air bateau, ce que je raconte, mais c'est vrai, c'est pas lâcher. C'est pas lâcher. Moi, après, du coup, j'ai pu aussi bénéficier du soutien de mon petit frère qui m'a aidé aussi financièrement. Et je pense que à partir du moment où à partir du moment déjà où on est convaincu de notre projet, on arrivera forcément à convaincre l'intermédiaire qu'on aura en face de nous. Donc le banquier, ça peut être compliqué parce que le banquier, effectivement, même si on arrive à le convaincre, ben lui, il va se retrouver derrière son logiciel et si les paramètres sont pas remplis, si tous les voyants sont pas verts, ben, malheureusement, le prêt, on l'aura pas. Par contre, ben, les personnes autour de nous, ça peut être les acteurs économiques comme ben, nos proches, on arrivera à les convaincre parce que nous, on est sûr que ça va marcher. Donc après, effectivement, il faut avoir de la matière, mais en arrivant à les convaincre, eh bien, on aura peut-être des personnes qui pourront nous aider. Donc c'est pour ça que l'essence même du truc, c'est pas lâcher et voilà, déjà rester persuadé que ce qu'on fait, notre projet, et ça va marcher, et après persuader les autres. Merci. Je prends un exemple. Je vais bientôt lancer un site. Comment puis-je savoir si mon idée mérite d'être perçue et aussi quelles sont les meilleures façons d'attirer un public sans dépenser de l'argent sur marketing, selon vous? Bah déjà, si ton idée est mûrie, si tu y penses depuis plusieurs mois, plusieurs années, si tu sais vraiment ce que tu veux, si tu as pesé le pour, le contre et tout, j'ai envie de dire que faut foncer, comme a dit tout à l'heure Anthony, faut pas hésiter. La deuxième question, c'était par rapport au marketing Ouais, sans dépenser. Sans dépenser. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé, il y avait l'émergence des réseaux sociaux. Et tout de suite, je me suis dit, les réseaux sociaux, les gens l'adoptent comme quelque chose de personnel, mais je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire par rapport aux entreprises. Il y a quand même il y a moyen de communiquer, de faire connaître une entreprise, de développer tel ou tel produit. Donc, bon, c'est un peu moins vrai maintenant avec, par exemple, Facebook, où quand tu vas créer une page, tu vas être obligé, justement, pour qu'elle soit vue, de mettre un peu plus d'argent pour booster la notoriété de ta page. Mais voilà, là je te parle de Facebook, mais il n'y a pas que Facebook. Franchement, si tu arrives à être présent vraiment sur tous les aspects, et on peut le voir quoi, dans la vie, que ce soit toi, moi ou n'importe qui, on est tous sur notre portable. On attend le bus, on est sur notre portable. On est dans la voiture, on est sur notre portable, même si c'est pas recommandé. Voilà. Et justement, voilà, les gens sont sur leur portable. Donc si tu arrives vraiment à te créer une notoriété, à être vraiment partout sur les réseaux sociaux, ça te coûte rien au final. Et tu peux être rapidement vu, ton site peut se faire connaître. Si tu veux vendre tes produits, tu peux commencer à les faire connaître, etc. Après, malheureusement, il faudra toujours de l'argent pour... Anthony, est-ce que vous pouvez me parler d'un échec que vous avez eu dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez appris dans cet échec? Récemment ou au début? Oh oui, mais il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Du coup, oui, l'échec que j'ai connu, j'en parlais au tout départ, justement, c'était d'avoir plein de rêves d'adolescents, de gosses, de se dire on va être journaliste sportif, ou on va être avocat, ou bref, une profession qui nous tient à cœur depuis qu'on est même. Pour moi, c'est un échec, en fait, le fait de ne pas avoir réussi à accomplir cela. Mais comme je vous l'ai dit, et c'est pour ça aussi que je voulais devenir entrepreneur, c'est que depuis que je suis jeune, je sais que en moi, voilà, j'ai ce truc, j'ai ce besoin. Alors, c'est même pas un besoin de reconnaissance, mais j'ai un besoin de faire quelque chose qui me plaise et quelque chose surtout que j'arriverai à mener à bien, qui soit mon projet. Et donc, du coup, l'idée, c'est à partir de cet échec-là, de ne pas avoir réussi, malheureusement, à avoir des grandes études qui m'auraient amené à un poste comme celui que je viens de vous parler. Et du coup, je me suis dit, ok, maintenant, comment faire pour que peu importe ce que je fasse maintenant, j'arrive à le concrétiser, à le matérialiser. Merci. Alan, comment c'est selon l'économie un ex-produit ou un ex-service en leur étape de s'établir? Donc, et souvent, il y a des échecs où souvent se différencie dans un produit plus solide, qui reste longtemps. Comment avez-vous réussi à tenir votre entreprise assez longtemps? Savoir innover.
Je dirais voilà, faut savoir innover. Par exemple, là, je suis dans la communication. Des agences de communication, il y en a à tous les coins de rue, pour faire des sites internet, pour faire du graphisme, etc. Du coup, voilà, c'est un constat que je me suis fait il y a 4 ans. Et du coup, je me suis lancé dans ce qui était communication sportive. Donc j'ai commencé avec des clubs comme le Volleyball Club de Chamalières. Ensuite, voilà, j'ai enchaîné sur d'autres clubs. J'ai enchaîné sur des comités, des ligues, des fédérations, etc. Et donc voilà, faut toujours innover, se remettre en question parce que justement, voilà, les autres, on va dire tes concurrents entre guillemets, ils voient justement ce que tu es en train de faire, ça peut fonctionner. Donc du coup, ils vont commencer à se lancer. À l'époque, il y a 4 ans, il n'y avait pas énormément d'agences qui étaient dans la communication sportive, alors que maintenant, il y en a, comme ça de tête, il y en a 4-5 au moins, sur Clermont je parle. Donc voilà, il faut toujours innover, il faut toujours et se remettre en question aussi. Savoir se remettre en question, chercher à avoir une nouvelle idée. Et si tu as une nouvelle idée aujourd'hui, il faut commencer déjà à penser à l'idée de demain, parce que demain, on risque déjà on va dire, d'imiter ton idée et limite de faire mieux. D'accord, merci. Anthony, c'est votre tour. Quelles qualités jouent un rôle dans le succès d'un entrepreneur? Donc, on veut des qualités précises. Selon vous, est le plus important d'aller vite ou d'être équilibré dans la création d'une entreprise? Alors vous avez dit les plus grandes, donc la plus grande qualité, oui, et ensuite Selon vous, c'est quoi le plus important, d'aller vite ou d'être équilibré? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Le plus important pour moi, c'est voilà, d'avoir un équilibre effectivement dans ce qu'on fait, d'avoir un équilibre. Après, pour les qualités effectivement principales d'un entrepreneur, alors moi en tout cas, je vais dire les qualités principales, voilà, selon moi, c'est d'être effectivement d'avoir la détermination, d'être curieux aussi, voilà, d'être ultra attentif à tout ce qui peut se passer dans le marché local et aussi national par rapport à un secteur d'activité. Attentif aussi aux nouvelles tendances, attentif aussi à ce que les clients attendent et ce que les clients veulent. La dernière qualité, effectivement, c'est d'avoir de l'empathie et de pouvoir sentir un petit peu ce que peuvent ressentir les êtres avec qui on est amené à travailler, parce que du coup, dans pas mal de secteurs, on est amené à quand même diriger, gérer une équipe. Et ça, c'est ultra important. Il faut qu'on arrive à insuffler une dynamique. Par exemple, dans la restauration, on est habitué au coup de feu, c'est l'essence même de notre métier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aime faire ce métier-là. Et donc le but, effectivement, c'est d'arriver à insuffler très rapidement, comme pourrait le faire un coach dans une équipe sportive, par exemple, un état d'esprit et un dynamisme. Donc voilà. Pour moi, c'est toutes ces qualités-là qui pourraient être intéressantes pour un entrepreneur. Merci. Ça, c'est pour moi-même. Et après, on va accueillir des questions de public, donc c'est à vous de jouer. C'est une question assez large, on t'entend. Quel conseil donnez-vous à quelqu'un qui vient de commencer son parcours, mais il hésite toujours parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend? Pourquoi pensez-vous on doit commencer une entreprise, et pourquoi cette voyage doit être-t-il prise? Justement, comme on a répondu tout à l'heure par rapport au site internet, si c'est vraiment un projet, voilà, si la personne a vraiment envie de se lancer dans n'importe quel projet de création d'entreprise, si c'est quelque chose de vraiment réfléchi, mûri, si elle a les qualités, comme disait tout à l'heure Anthony, qui est curieux, la détermination, la motivation, on peut se lancer. Après voilà, il y a toujours le risque zéro n'existe pas, il y a toujours un risque, mais en gros le risque est moins effrayant une fois qu'on s'est lancé. Donc il faut vraiment se lancer. Et la deuxième partie de la question, pourquoi on doit prendre cette voyage, cette journée, ce parcours? Pourquoi c'est important de commencer? Après c'est important. Après, je parle vraiment pour mon côté personnel. Ne serait-ce créer une entreprise, c'est vraiment voilà, développer. Après, c'est limite comme un enfant, j'ai envie de dire. Même si j'en ai pas, voilà, on développe, on le fait grandir. Et voilà, le but, c'est vraiment de faire évoluer son entreprise
Et encore une fois, voilà, si on est déterminé, si on est curieux, si on a vraiment envie de créer, j'ai envie de dire, oui, il faut se lancer, hein. Faut pas hésiter. Après, voilà, il y a plein de réseaux comme ce soir. Et voilà, il y a des réseaux de networking. Ça permet justement d'échanger avec des personnes qui se sont lancées depuis peu ou des personnes vraiment qui sont entrepreneurs depuis 10, 20, 30 ans. Ça permet, voilà, ne serait-ce échanger, prendre des rendez-vous. Je sais quoi, là, en général, les entrepreneurs refusent jamais de répondre à des questions à des jeunes qui souhaitent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, du coup, ce qu'on pourrait, enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, ouais, effectivement, c'est que pour se lancer, enfin, le plus important, c'est de se dire, peu importe le secteur d'activité et peu importe le business plan qu'on a devant soi, c'est de se dire en quoi moi effectivement je pourrais apporter une plus-value en faisant tel projet. En quoi effectivement moi j'arriverais à me différencier par rapport à mes concurrents et surtout essayer de se faire un petit peu le profil type de l'entrepreneur qui pourrait gérer ce projet, de se dire pourquoi moi effectivement je pourrais mener à bien tout ça, et si jamais on est sûr effectivement qu'on est la bonne personne pour gérer ça et qu'on a la bonne idée au bon moment, même si effectivement on n'est jamais à l'abri que ça soit pas le bon moment, ça malheureusement on ne le contrôle pas. Si on est sûr de tout ça, en tout cas ces deux paramètres principaux, à ce moment-là, il faut effectivement par contre mesurer l'aspect financier, etc. Il ne faut pas non plus que ce soit le projet d'une vie, mais pour un premier projet, pour une personne par exemple qui a la vingtaine, s'il est persuadé effectivement que son petit projet peut apporter quelque chose sur le marché, à ce moment-là, la chose que j'aurais à dire, c'est fonce. Fonce parce que c'est le moment d'y aller. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pardon. Bonjour, je m'appelle Audrey et je voudrais savoir quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez eues pour monter votre entreprise en fait. Pour moi, ça a été du coup l'aspect financier, réussir à avoir un prêt, comme je l'ai dit, et la deuxième difficulté, ça a été de trouver vraiment un emplacement numéro 1. J'ai passé un nombre incalculable de visites pour un local commercial sur Clermont-Ferrand. Et voilà, ça a été les deux choses les plus compliquées, surtout qu'en plus dans le secteur de la restauration, pour arriver à trouver un local dans lequel on puisse faire de la restauration, c'est pas toujours évident, voilà, il faut pas mal de choses à respecter, donc voilà, pour moi ça a été les deux choses les plus compliquées. Je vais pas dire l'aspect financier parce que vu qu'une agence de communication c'est du service, dans un premier temps j'ai pas eu les mêmes besoins que Anthony, mais moi ça serait plus vraiment trouver des clients, vraiment se faire connaître, voilà, trouver des premiers clients et vraiment commencer à innover, à faire quelque chose en plus que les autres ne font pas. C'est vraiment la plus grosse difficulté que j'ai pu avoir dès le début. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésite pas. Bonsoir. Du coup, là, les deux questions vont pour les deux. À quel moment avez-vous senti que l'idée était la bonne et que c'était le bon moment? Bonne question. Que l'idée était la bonne, je ne sais pas si on peut savoir à un moment précis si une idée est bonne sans s'être lancé. Mais voilà, moi personnellement, j'avais vraiment la volonté de me lancer, de créer des choses. Comme je l'avais dit, j'avais travaillé en agence de communication. Voilà, j'avais envie d'apporter un truc en plus. Je faisais vraiment que du graphisme, que de la créa de sites internet. J'avais aussi envie de retrouver un peu mon univers, comme j'avais dit tout au début, de l'audiovisuel. Vraiment proposer des vidéos, etc. Voilà, c'était vraiment une envie de créer, une détermination, une motivation. En fait, j'ai envie de dire, la fibre de l'entrepreneur, on l'a, quoi. On l'a depuis toujours. Faut juste se lancer, quoi. Pour moi, j'ai compris que c'était peut-être la bonne idée quand j'ai regardé sur internet effectivement pour mon étude de marché les chiffres que faisaient les 2-3 acteurs, aussi rares soient-ils sur Paris,
Là, je me suis dit, ok, c'est assez monstrueux. Alors effectivement, le remplacement, c'est l'emplacement numéro 1 et ils sont sur Paris. Ils sont par exemple au quartier Le Marais, à Paris, donc il y a un passage qui est extraordinaire. Donc ok, après donc j'ai regardé à l'étranger, je me suis dit, bon, ça marche. Je sais qu'en France, du coup, de par mon expérience dans le secteur de la restauration rapide, les clients sont de plus en plus exigeants, et c'est normal. Les gens, on voit que les concepts qui explosent sont des concepts qui proposent des produits sains. Les gens ont toujours de moins en moins de temps en France pour manger, notamment le midi. Donc je me dis, ok, les chiffres sont là, il y a très peu d'acteurs, mais les acteurs effectivement commencent à se démultiplier. Donc ça peut être la bonne idée. Et puis je m'en suis rendu compte même sur Clermont-Ferrand, puisque quand j'ai commencé les travaux, le premier jour, j'ai appris par un ami à moi qui m'appelle et qui me dit, Anto, il y a un concurrent qui arrive. Ah. Et effectivement, oui, maintenant on est deux à proposer des hot dogs sur Clermont-Ferrand. Le même créneau, proposer des hot dogs avec des produits frais. Donc, soit on est tous faux, et c'est possible, ou soit effectivement il y a peut-être une tendance qui arrive. J'ai une question. Oui. Ouais, ça marche? Oui. Ok. Non, mais en fait, il y a un truc, une révolution technologique qui est arrivée, et un truc de fou, c'est qu'avant, il y a 3-4 ans, pour livrer des burgers, on était obligé d'avoir plein de livreurs qui n'étaient pas forcément fiables, et en plus, par rapport au travail qu'ils faisaient, quand ils ne travaillaient pas, ils restaient dans le magasin, ils faisaient n'importe quoi. Et là, maintenant, on a pu tous les virer et utiliser Deliveroo ou Uber Eats et Just Eat, etc. Donc c'est une super innovation. Et ça permet, par exemple, toi, tu n'as pas un seul livreur à toi, mais ils viennent tous. Après, ça coûte plus cher. Ça coûte super cher. Ça finit. L'ubérisation, en fait, effectivement, avec des services comme Deliveroo, etc., c'est un gain de temps et un gain d'énergie monstrueux pour les restaurateurs, mais pour le néo-restaurateur qui arrive et qui n'a pas une force de négociation très importante, puisque pas de volume, pas d'activité, pas d'ancienneté, bref, c'est compliqué parce que du coup, effectivement, Deliveroo, Foodora ou bref, Fetch sur Clermont-Ferrand, ils prennent en fait au restaurateur sur chaque ticket une commission, et la commission de base elle est de 30%. 30% sur 10 €, voilà, tu prends. Ça fait cher. Ça fait cher. Alors qu'effectivement, travailler avec ses propres livreurs, ça pourrait coûter bien moins cher. Par contre, à partir du moment où on peut commencer à avoir un volume assez important pour commencer à négocier, là ça peut être ultra intéressant. Puisque comme tu le dis, moi par exemple, la surface commerciale c'est 15 mètres carrés, donc c'est tout petit. La masse salariale, et c'est la force de mon concept, elle est faible. Et je ne viens pas effectivement la plomber par effectivement l'embauche de 2-3 livreurs pour assurer un volume de livraison qui est pour l'instant, et je touche du bois, très important. Donc merci à Deliveroo, et effectivement ça c'est quelque chose qui a changé un peu la donne sur le secteur de la restauration. Du coup, pour en venir à la question, à ton avis, vu que tu restes ouvert un petit peu autour, avec ton empathie d'entrepreneur, à ton avis, qu'est-ce qui va arriver, la nouvelle révolution technologique qui va changer un petit peu le marché de la restauration rapide selon toi? Le marché de la restauration rapide, je sais pas, mais je sais qu'il y a de plus en plus d'applications qui existent pour les consommateurs pour récupérer en fait des plats qui seraient cuisinés par d'autres personnes. Et ça, effectivement, ça peut être une tendance, ça peut être une mini révolution effectivement dans le secteur de la restauration. Alors ça peut comporter des risques parce que tout le monde pourra s'improviser restaurateur, mais je vois qu'il y a des applications comme ça qui émergent. Par contre, on a une révolution technologique, enfin une petite révolution, c'est que nous par exemple on travaille avec l'application Too Good To Go pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ça c'est bien parce que du coup on met au service effectivement des restaurateurs la technologie pour une cause qui est assez importante quand même, c'est de limiter les déchets. Un tiers de la production mondiale est chaque année jetée à la poubelle, donc du coup des applications comme celle-ci peuvent améliorer en tout cas notre façon de consommer au quotidien. Bonjour, du coup moi, je vais parler comme ça. Moi ma question c'était que donc pour trouver des clients, vous avez dit un endroit de choix, de beaux visuels, les réseaux sociaux et puis des jeux en fait qui passent un peu marché là, à la com. Est-ce que vous auriez d'autres idées potentielles? Bien pour lui. Bien pour lui. Non, il y en a Alain si tu veux. Allez, donne, c'est bon.
Bah après, oui, on a d'autres. Nous, on a d'autres effectivement idées en tête. Par exemple, nous, ce qu'on propose, donc, comme je l'ai dit, et je le répète et je le martèle, on propose du hot dog. Bref, c'est un produit qui est issu de la culture street food. Et à la base, en fait, c'est un produit qui, aux États-Unis, par exemple, vous trouvez ça à chaque coin de rue. Et c'est l'option en fait itinérant qui nous intéresse. Peut-être que si jamais, et encore une fois, je touche du bois, ça pourrait être intéressant en fait de développer la communication en proposant une option traiteur en fait à nos clients. Être présent sur des événements, des prestations pour des particuliers par exemple, et arriver avec notre triporteur et notre petite chariole Old Grump pour justement être un peu plus visible, non pas par les réseaux sociaux mais en physique, devant de nouveaux consommateurs. C'était pour les deux la question. Ça ne dérange pas. D'autres idées appelle-moi. Non, d'après ce qu'il avait dit, dans toutes les idées qu'il a mentionnées, la meilleure pour moi, je pense, c'est ne serait-ce le coup du selfie avec le hot dog. Je trouve que voilà, justement, il crée un côté plus personnel à son restaurant. Et si en plus, par exemple, tu as un site internet, pourquoi pas faire défiler les photos des selfies sur le site internet. Ça permet justement aux gens, de parler à leurs potes, tiens, regarde, je suis en selfie sur le site internet, tu devrais aller manger là-bas, c'est super bon et tout, tu vois. Après, encore une fois, j'ai rien inventé, je me suis inspiré un petit peu de ce qui se fait par exemple Big Fernand. Big Fernand, ça explose, ils ont plus de 50 restaurants. Et eux, en fait, c'est quand même des magiciens parce qu'ils nous vendent des hamburgers 15 €. Alors, effectivement, les produits sont frais, etc. Mais ils les vendent un peu plus cher que la moyenne. Et par contre, là où ils sont ultra bons, c'est que ça pose problème à personne parce que le côté marketing est ultra bien développé et ultra bien fait. Ils ont vendu le truc du allez, on est franchouillard, c'est fait par les Français, on a le béret, la chemise à carreaux, la petite moustache qui va bien. Et sur le slogan, c'est arrêtez de bouffer des hamburgers, venez manger des hamburgers. Et justement, je me suis dit, eux, ils sont vraiment bons dans ce qui se fait et forcément, ils influencent énormément de personnes. Et donc, du coup, je me suis dit comment moi je pourrais faire en sorte de rendre le produit que je vends cool, en s'inspirant bien sûr d'autres personnes, mais aussi notamment de Big Fernand. Tous en slip français. Une miss. Est-ce qu'on a d'autres questions, non? N'hésitez pas. Il est peut-être mute le truc. Regarde s'il est pas mute. Mute. C'est le. Non, il faut que tu appuies sur le truc pour En enlever bas, la là lumière. Ouais, c'est pas grave. Hein, Appuie sur le truc. on va parler fort. Le mec est Ah oui, développeur. exact. Merci. Non, juste pour revenir sur la Grumpy Face, j'avais lu, je sais pas, c'est toi qui l'as inventé ou parce que en fait j'avais lu ça dans un bouquin de marketing. En fait, c'était une boîte qui s'appelle Windies qui avait fait ça avec c'était un énorme coup marketing avec Bob l'éponge et il faisait ça sur Snapchat. D'accord, non mais et en fait ils ont fédéré je me rappelle plus des chiffres quoi, mais genre plusieurs dizaines de milliers de personnes sur leur truc grâce à une viralité assez impressionnante et ils ont utilisé Snapchat, donc peut-être que tu pourrais regarder leur success story marketing et... Je te confirme que je vais regarder effectivement, non je connais ça, c'est un concours de circonstances parce que du coup non. D'accord, je connaissais pas. Je crois que tu t'étais inspiré de ça. Du tout, et je suis complètement honnête là-dessus. Mais par contre, je vais la regarder. Et je suis pas sûr qu'on arrivera à concurrencer Bob l'éponge, mais c'est pas mal. Windies. Yes. Quelle alliance. Et alors après c'est un principe que je suis en train d'appliquer à mon entreprise aussi. Le direct live. Est-ce que ça vous parle? Nous, on en fait. Là, moi je parlerai plus du direct live par exemple sur les process, comment on arrive d'un point A à un point B, le client arrive, comment on le dirige, comment on va le mener un peu à faire ce qu'il a envie de faire, parce qu'on n'oublie pas que le client, faut essayer d'un peu le guider. Et comment tu verrais ça toi? Tout dépend de ton projet, déjà à la base. Tu veux pas en dire plus? Non, alors le mien est là, de toute façon, si vous regardez au fond vous allez le voir. Donc du coup, sur quel principe, imaginons un client arrive chez toi, tu lui expliques le fait qu'il risque d'être filmé pendant tout le long du projet,
Et du coup, les questions que tu poserais, est-ce que tu serais apte à accepter le fait de, on va dire, montrer un petit peu tes secrets de vente finalement, et montrer que finalement on peut, en venant chez toi, sur une simple vidéo de 4 minutes au final, hein, ça donnerait ça, comment on arrive du point où je n'ai pas d'idée, j'ai besoin de vendre un produit, et le produit final. Après, t'es pas non plus obligé de dévoiler tous tes secrets, même si tu fais vraiment un direct. N'empêche, l'idée peut être bonne. Tu peux vraiment communiquer sur le message que tu as envie de faire passer. Et après, voilà. Après, par exemple, toi, tu parlais vraiment de ton établissement. Par rapport, voilà, tu filmais les gens et tout. Après, ouais, faut... Après, c'est un accord tacite. Moi, voilà. L'avantage, c'est que j'ai un lieu vraiment public. Et finalement, à partir du moment où ils acceptent de rentrer dans le local, ils sont conscients que... Voilà. Après, oui, voilà, après c'est le risque. Voilà, en France, on sait, avec toutes les lois qui sortent, notamment la dernière en date, voilà, on sait très bien que ce genre de choses peut être très vite problématique. Juste pour préciser, la loi en cours, elle ne changera rien. En France, il y a un truc qui s'appelle le droit à l'image. Et donc, il faut faire signer les gens. Oui, sinon, ils peuvent se retourner. Oui. Ils n'ont pas le droit d'utiliser l'image des gens sans leur autorisation. Sauf si c'est filmé. Et si l'accord est filmé. Il faut qu'ils donnent leur accord. Filmé. Ça peut filmer. Absolument. Ou avec un petit panneau qui dit en rentrant dans ce lieu, vous acceptez d'être filmé. Ouais, mais il faut qu'ils signent. Bien préciser, hein, parce que vous pouvez avoir des surprises a posteriori. C'est les tribunaux qui décident après. Après, nous, c'est vrai qu'on filme que sur les événements. C'est prévenu, chaque participant à l'événement accepte d'être filmé. Mais après, l'idée de base est intéressante, je trouve. Surtout avec un hot dog, ça pourrait être cool. Genre recette de cuisine. Non, mais en vrai, recette de cuisine. On leur demande déjà de se prendre avec des grimaces. Gordon. À votre avis, genre, c'est quoi le meilleur truc? Le business plan, c'est un petit peu, maintenant c'est un peu chiant, il y a de la paperasse à faire, etc., des calculs, c'est chiant. Et il y en a qui font le proof of concept, j'aurais envie de faire un petit VS business plan contre lean entreprise. Est-ce qu'il faut avoir un business plan pour demander un emprunt, ou alors arriver, parce qu'on a déjà gagné de la thune, et dire au banquier, maintenant, regarde, ça marche, etc., sans forcément le papier. Est-ce que le papier est important maintenant, en fait? C'est ça le truc. Moi, j'aime pas écrire. Fais écrire quelqu'un d'autre. Je pense qu'il est, je pense qu'il est quand même important pour savoir où tu vas, pour savoir vraiment si ton projet est viable ou si tu vas droit dans le mur. Après, le problème avec les banquiers et tout, voilà. Après, c'est pas le plus important, effectivement, c'est juste un élément en support. Mais déjà, ça démontre un petit peu le sérieux du candidat si tu arrives avec les mains vides. Ouais. Après, ce qui leur intéresse, effectivement, c'est le profil du candidat et la viabilité du projet et les moyens financiers qu'il y a derrière, ce qui pourrait les rassurer. Mais le papier reste, à mon sens, en tout cas pour l'instant, ultra important. Il n'y a pas de questions, hein? C'est tout? Merci. Merci de nous avoir écoutés. Merci. C'était bien. Mais maintenant, je voudrais remercier Alain et Anthony pour être avec nous aujourd'hui. Il y a aussi notre team qui m'ont aidé. Philippe, Léla, Erwan, Henry, Elise. On a pas mal de gens, le team d'Alain qui ont fait possible de la filmer. Et merci à vous tous pour être là. C'était un plaisir. Merci à vous. Oui, bien sûr, merci à notre sponsor aussi qui a fait possible le networking après et pour les boissons là. Profite bien. Et maintenant, je vous invite à... Ça marche pas ça. Je vous invite à faire des connaissances, à changer, parce que le but de Startup, c'est le networking, c'est faire des amis, c'est nos valeurs qui nous différencient. Et merci beaucoup.